Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger et de vous jaser d'alimentation des enfants. Alors, aujourd'hui, on a décidé, Mélissa et moi, de vous parler du repas au centre de la table. On voulait un petit peu le démystifier, mais sachez que, tu sais, en 20-30 minutes, c'est peut-être pas assez pour couvrir vraiment tout ce qu'on voudrait vous dire, mais sachez qu'il y a plein de ressources pour vous. On a notre cours en ligne sur l'alimentation des enfants. Il y a aussi le livre sur l'alimentation des enfants qui sont disponibles sur notre boutique également. Et si vous voulez vous nous poser des questions en privé suite à ce direct-là, pas de souci, on répond quand même à nos questions. Ça peut prendre un peu de temps, mais on répond quand même à nos questions. Alors, le repas au centre de la table, c'est quoi et pourquoi les parents ne le font pas? Là, on va aller vraiment très pratico-pratique aujourd'hui. Je vais glisser un petit peu de science là-dedans parce que vous le savez, on est toujours basé sur la science dans nos propos, mais on va parler beaucoup de pratico-pratique aujourd'hui. La raison pourquoi les parents ont tendance à préférer portionner, donc faire l'assiette des enfants. Fait que très souvent, ils pensent que c'est de un, plus simple. C'est vrai, des fois, parfois, c'est plus simple pour nous, en fait, les parents de le faire. Plus rapide de faire leur assiette, moins salissant que de laisser la chance à l'enfant d'explorer les aliments. Ça revient très, très souvent. Non, c'est trop long. J'aimerais mieux le faire moi-même. L'autre chose, c'est que souvent, on a peur. C'est vraiment la peur. Là, tu sais, j'ai publié aux alentours de l'Halloween le cycle de la peur des bonbons. Mais le cycle de la peur s'applique à tellement de situations en lien avec l'alimentation des enfants parce qu'on est des parents. On veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. On veut qu'ils grandissent en santé, qu'ils mangent pour répondre à leurs besoins. Alors oui, ça vient, la peur va venir parfois teinter notre approche en lien avec l'alimentation des enfants. Et on le fait pas, donc on fait pas nécessairement les repas au centre de la table. On préfère portionner les assiettes de nos enfants. Parce qu'on se dit, ben, si je ne le fais pas, il ne voudra pas aller essayer les choix que moi, j'aimerais qu'il essaie. Tu me dis oui, qu'il essaie. C'est des gros oui, parce que c'est en effet une des craintes souvent des parents. Si je ne le mets pas dans son assiette, il ne le fera pas lui-même. Et voilà. Puis à ça ajoute souvent, ben là, il est dans ton assiette, tu dois prendre une bouchée de chaque chose que je t'ai mis, ou 2 bouchées de tout, ou 3 bouchées de tout. Donc, très souvent, le fait de faire l'assiette va venir avec quelques autres petites règles. Et là, ça, je dis ça, le meilleur culpa, OK? C'est pas vraiment pour juger qui que ce soit. C'est vraiment, c'est comme le pattern que tous les parents passent, on dirait, à travers ce genre de façon de faire en alimentation parce que vraiment, on veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Alors, le fait d'avoir ce genre d'approche, de présenter l'assiette avec quelques règles au niveau alimentaire, donc moins laisser l'enfant gérer son rôle en lien avec son alimentation, peut rendre l'expérience de découvrir les aliments plus difficile pour l'enfant, un peu plus stressante, moins agréable, autant pour lui que pour tout le monde. Et le fait de mettre les repas au centre de la table, c'est complètement l'inverse. Ça fait vraiment l'inverse de tout ce que je viens de vous nommer. Donc, c'est laisser l'enfant mettre les repas au centre de la table. Là, c'est un complément au partage des responsabilités dont on a déjà parlé dans des épisodes de podcast. Donc, je vous invite à les écouter. Il y a même également des IGTV là-dessus sur notre page Instagram. Donc,
c'est pas deux approches complètement différentes, elles sont complémentaires. Donc, on a le partage des responsabilités qui détermine les rôles entre l'adulte et l'enfant. Donc, résumé rapidement, l'adulte décide du quoi, quand, où, comment, et l'enfant détermine. Il y a une différence entre le mot décider et déterminer. Puis ça, Mélissa et moi, on insiste beaucoup là-dessus. Décider a souvent une connotation négative, hein? Aux oreilles des parents, ben là, il va pas décider combien, il va pas décider ce qu'il va mettre, mais il va déterminer. OK? Il est capable, c'est qu'à l'intérieur de lui, votre coco, il est capable de déterminer combien et s'il a besoin de cet aliment-là dans son assiette. Donc, le fait de mettre le tout au centre de la table, c'est une approche qui est complémentaire au partage des responsabilités. D'Ellen Satter, que vous connaissez probablement, on en a tellement parlé. Et la crainte des parents, c'est que si je laisse mon enfant décider ou déterminer, il ne mettra pas les aliments que j'aimerais qu'il mette dans son assiette. On va le développer un petit peu plus loin, là, mais j'aimerais vous parler un petit peu des bénéfices, des avantages d'adopter cette façon de faire, donc mettre les repas au centre de la table. Et avant de continuer, donc je me dois de définir c'est quoi un repas au centre de la table. Si je commence par le terme anglais qui va comme suit, c'est les repas family style. Et une traduction libre de ça, c'est un repas libre-service. C'est un repas au centre de la table. Prenez ça comme vous voulez. Et comme exemple, je peux vous nommer les buffets quand on va au restaurant. Ouais. Style buffet, mais on s'entend, il y a bien moins de choix, là. OK? Ben moi, j'ai des familles maintenant que c'est ce qu'ils disent. Maintenant, nous, on fait le souper buffet. Ils appellent ça comme ça, mais c'est le principe, en effet. Là. Il n'y a pas 22 repas qui sont sur la table, là, mais tout est présenté en même temps. Oui. Puis, pensez aux fêtes qui s'en viennent. Là, très souvent, ce qu'on fait lorsqu'on reçoit, ben, on met ça au centre de la table. Pourquoi? Parce que c'est plus simple, n'est-ce pas? Puis au début, on se disait, ben non, c'est pas plus simple. Et très souvent, c'est ce qu'on fait. On met tout au centre de la table ou au centre de l'îlot. Très souvent, les gens vont faire leur assiette, ils viennent s'asseoir. OK. Ouais. C'est ça. Puis, ce que les parents rapportent très souvent avec cette approche-là, c'est que ça peut être parfois plus long. C'est compliqué de mettre ça sur la... Puis au contraire, honnêtement... Il ne peut pas se servir toute seule. Il ne peut pas se servir tout seul. C'est le chaos, puis c'est salissant. Ouais, c'est souvent le chaos, c'est salissant. On écrit souvent avec les jeunes enfants. Et le fait que des fois, c'est compliqué, c'est long. C'est pas vraiment compliqué pour ceux qui me suivent un petit peu dans les stories sur Instagram. C'est vraiment, je prends mes plats puis je les dépose sur la table. Puis si je sais qu'il va y avoir des restants, probablement, tout est déjà portionné dans mes plats, qu'une fois que c'est fini, moi, je referme et ça va dans le frigo. Fait que ça me sauve du temps, honnêtement, mais il faut le vivre, il faut l'expérimenter pour réellement le réaliser que, mon Dieu, c'est vraiment moins long. Puis c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. Donc, côté bénéfices, le premier, là, puis on n'en parle vraiment pas assez souvent auprès des enfants, c'est que ça aide les cocos à développer leur motricité fine. OK. Vous savez que ça fait partie des compétences alimentaires nommées par Ellen Satter. Donc, c'est une compétence, c'est quelque chose que l'enfant va apprendre à faire. Et le fait de mettre les repas au centre de la table va permettre à l'enfant d'aller utiliser les ustensiles. Tu sais, ça, c'est une pratique, donc, pour l'enfant. Passer les bols, prendre le bol du centre de la table, l'approcher de moi pour portionner, passer le bol à l'autre à côté. Donc, ça leur permet vraiment de leur développer leur motricité en lien avec l'alimentation. Puis, on peut commencer jeune, dès l'âge de 2 ans. Oui, il va avoir des dégâts. Oui, c'est salissant, mais c'est un apprentissage. S'il ne se pratique pas, il n'apprendra pas à ses 7, 8, 10 ans comment portionner sa soupe avec une louche. Et lorsqu'on parle de motricité fine, c'est sûr qu'il faut adapter les ustensiles aux petites mains des enfants. C'est clair, une louche pour une soupe pour un enfant de 2 ans, c'est beaucoup trop difficile. On va utiliser plus des cuillères à mesurer chez les enfants qui sont beaucoup plus courtes et la portion, elle est beaucoup moins décourageante pour l'enfant. Et oui, il va avoir des dégâts, mais au fur et à mesure qu'il va se pratiquer, meilleurs ils vont devenir vos enfants. Donc, au centre de la table, ça, c'est un gros avantage, leur permettre de développer leur motricité fine. Et lorsqu'on leur laisse la chance de se servir eux-mêmes, ben, ils sont tellement fiers. Les enfants, ils deviennent beaucoup plus confiants que je suis capable à table. Ils sont contents là, de venir puis de se pratiquer. Oui, exactement. Si vous faites des bacs sensoriels, tu sais, les bacs sensoriels, ils peuvent se pratiquer dans leur bac sensoriel. Si vous ne suivez pas Wikid, allez la suivre. Vraiment, elle a des superbes idées pour des bacs sensoriels. Les enfants transvitent des choses, déplacent des choses. Donc, ça travaille beaucoup la motricité fine, les cocos. Donc, ça, c'est un des bénéfices. Si j'en nomme un autre, c'est que ça encourage le désir des enfants d'essayer la nouveauté.
Mm-hmm. Ils voient plein de choses sur la table. Et lorsqu'on leur fait leur assiette, je fais toujours le parallèle versus quand je leur fais puis quand je leur laisse la chance de déterminer ce qu'ils mettent dans leur assiette. Quand on fait l'assiette de nos enfants, on a tendance à leur mettre les aliments qu'on pense qu'ils devraient manger dans la quantité qu'on pense qu'ils devraient manger. Puis très souvent, qu'est-ce qu'on va mettre très souvent, Mélissa? Les légumes et la viande. Ben, la protéine, je veux pas dire. Oui, ça peut être la viande ou le substitut, ça peut être du poisson, ça peut être le tofu, bref, des fèves, edamame et tout. Mais souvent, ces deux groupes-là sont très, très fréquents. Le parent va décider ce qu'il va mettre, puis c'est versé de là. C'est important pour nous. Donc, même si on n'est pas en train de forcer la bouchée dans leur bouche à nos enfants, le fait de l'imposer dans leur assiette, c'est perçu comme une obligation parfois aux yeux des enfants. Il y a des enfants qui vont faire leur assiette, puis ça passe comme, il n'y a pas de souci, c'est agréable. Oui, puis tu le fais toi aussi, des fois, Cosette, hein, tu le dis, ce soir, mon garçon, il voulait que je lui fasse son assiette, versus d'autres soirs, il va faire son assiette toute seule. Fait que, tu sais, quand on parlait que cette formule-là, vous allez aussi la peaufiner à votre famille, c'est pas toujours, il y a des fois, vous pouvez demander, est-ce que tu préfères que ce soit moi qui le mette dans ton assiette ou est-ce que tu veux le faire par toi-même? Mais avec les plus petits, surtout, ce côté-là, ce désir de découverte, tu le disais tantôt, ils sont dans la phase d'affirmation, ils sont dans la phase... Fait qu'en effet, je l'ai mis dans leur assiette à leur place. Pour eux, c'est un gros non, souvent. Puis c'est pas juste parce qu'ils l'aiment pas, c'est parce qu'ils sont dans cette phase-là. Fait qu'on voit vraiment une belle amélioration de l'ambiance au repas avec nos petits comme ça, là, avec les plus grands aussi, là. Mais les petits, des fois, là, des gens ont fait « Ah, ben oui, j'ai remarqué », puis il finit par le mettre lui aussi parce qu'il trouve ça le fun de venir le mettre lui-même dans son assiette, puis ça lui permet d'explorer. Et oui. Puis le fait qu'il l'a déjà vu, il est déjà dans son assiette, ben ça diminue son désir de l'essayer parce que la décision n'est pas venue de lui. Ils veulent décider, les enfants, et déterminer. Ils sont capables de déterminer certaines choses. Vos cocos, du haut de leurs 2 ans, si on leur laisse la chance d'expérimenter cette capacité-là de déterminer le si et le combien. Puis si parallèlement à ça, nous autres, on est relax face à leur choix. Ouais, on est relax au repas. Tu sais, en présence de tous les aliments que les enfants vont avoir décidé de mettre dans leur assiette. Donc, je négocie pas, je pousse pas, je leur dis pas, ben là, t'en as trop mis, ben là, t'en as pas mis assez. Tu sais, vraiment, je gère. Je suis pas obligée. Ouais, mais je suis pas obligée de faire un rappel non plus. Ah, tu te souviens, il y a du poulet dans la cuisine. Ah, tu te souviens, est-ce que tu voudrais avoir ça? Tu sais, on n'est pas obligé. Il l'a devant lui. Puis moi, j'aime bien rappeler aux parents, moi, ce que je trouve simple dans tout ça, c'est que dans le partage de responsabilités, vous êtes responsable du quoi. Votre quoi, vous l'avez tout mis sur la table au début du repas. Vous n'avez plus à rien penser. Votre job, elle est faite. Ça, c'est fait. Rendu là, oui, je le sais, ça prend un gros lâcher-prise parce qu'il faut laisser le si et le combien à nos enfants, mais votre job à vous, elle est faite. Rendu là, essayez d'avoir du plaisir à table, mais vous avez mis la variété. C'est là, ben là, je laisse les enfants explorer à leur rythme, puis selon comment ils filent. On dit soir, là, mais tu sais, ça peut être n'importe quel repas, là, mais c'est souvent plus le repas du soir qu'on est en mesure d'appliquer ça. C'est rare que je fais un déjeuner de semaine au centre de la table pour enlever la pression aux parents aussi, là. Des fois, il y a peut-être un petit peu moins de variété, mais le souper, c'est devenu pas mal la routine. De cette façon-là, oui. Je sais que c'est difficile pour le parent parce qu'on veut toujours occuper la position du pilote, hein. Du pilote dans la découverte, dans le voyage, comme un voyage, la découverte alimentaire. On veut toujours occuper la position du pilote, hein, parce qu'on sait où on s'en va, on sait où est-ce qu'on veut amener notre enfant. Ben, cette position-là ne vous revient pas, malheureusement. Le pilote, c'est votre enfant. Vous êtes le copilote. Puis la journée que les parents l'acceptent pleinement, je vous dis, là, le stress diminue. À l'heure des repas, vos enfants sont capables d'occuper la position du pilote, mais ils ont besoin quand même de leur copilote très, très longtemps. Les enfants. Oui, vous êtes là, exactement. Là. On n'est pas trop loin. On est à côté, là. on le tient, mais on est là, mais il faut qu'on le laisse explorer, puis on veut mettre son autonomie de l'avant et développer sa motivation intrinsèque à vouloir découvrir les aliments. Puis ça, ben, il faut que ça vienne de lui. Donc, c'est sûr que le repas au centre de la table permet de favoriser tout ce développement-là là, au niveau de ses compétences. Oui. Puis, même si l'enfant met l'aliment dans son assiette, mais il ne le mange pas, sachez que c'est un bon signe. Ouais. C'est une étape vers l'avant qui est curieux. Notre objectif, c'est vraiment de piquer la curiosité de l'enfant. Tu sais, il faut le mettre dans une position de réussite.
c'est calme, c'est relax, tout est au centre de la table, je ne commande pas ce que tu mets, ce que tu mets pas, même si en dedans de vous, là, vous êtes en train de bouillir, là, je le sais, en train de bouillir. On se tourne la langue avant de parler, on essaie de mastiquer notre bouchée 15 fois juste pour pas commenter. Et c'est un beau signe quand l'enfant va de l'avant vers l'aliment, il le met dans son assiette, mais il n'est pas prêt à le manger. C'est une étape de plus dans la découverte. Il ne faut pas la sous-estimer, cette étape-là. Et surtout lorsqu'il voit les autres en manger. Ça, c'est une autre stratégie de plus. Donc, en plus de le mettre au centre de la table, ben, il voit les autres en manger. Puis, une des questions fréquentes qu'on voit, c'est que mon enfant ne met pas le légume. Il va mettre toutes les autres choses, là, mais il ne met pas le légume. Ça fait plusieurs semaines. Puis il ne va pas le mettre dans son assiette. OK? Puis c'est souvent, je reviens toujours là-dessus, c'est tout le temps là-dessus que les parents focusent. Pour ça, je répète tout le temps les légumes. Et on a tendance à pousser beaucoup les enfants à aller découvrir les légumes. Puis ça, on a déjà fait un épisode là-dessus. Pourquoi naturellement, biologiquement, ils ne sont pas attirés vers ces aliments-là. Vous irez l'écouter pour un petit refresh. Mais lorsqu'ils ont l'occasion de le faire par eux autres mêmes, les enfants, donc lorsqu'on on les met dans une position de réussite. Donc, tout est au centre de la table. Il peut peut-être le mettre dans son assiette, peut-être pas, mais il voit les autres en manger. Vraiment, l'imitation. Ce que les études ont démontré, c'est vraiment les expositions et voir les figures d'autorité, mais les parents, les personnes à qui on fait le plus confiance en manger. C'est ce qui motive le plus, c'est ce qui réveille la curiosité de l'enfant parce qu'ils veulent imiter les personnes à qui ils font le plus confiance, nos enfants. Donc, nous, des fois le frère, la sœur, mais les parents, l'adulte qui mange en même temps que l'enfant. Donc, vous cherchez des choses à faire pour encourager vos enfants à manger, bien, mangez-les vos légumes, mettez-les dans votre assiette, sans exagérer, mais que c'est bon, mon Dieu, que ça goûte le ciel. Non. Moi, je le dis toujours, on n'est pas obligé de faire des pièces de théâtre non plus, là, c'est pas, mais juste, vous le mangez, puis oui, si vous le trouvez bon, vous pouvez dire, ils sont vraiment bons, mes légumes grillés, mais that's it, on n'est pas obligé d'aller plus loin. Juste là, je viens de semer une petite curiosité à l'enfant qui fait « Ah, elle a l'air d'aimer ça ». Mais il ne se sentira pas nécessairement prêt ou elle ne se sentira pas nécessairement prêt. Puis tu sais, tu l'as dit, on veut les mettre en situation de réussite, puis en termes aussi de développement d'habitudes, tout ce qui est souvenirs, expériences positives, donc par rapport à l'alimentation, bien entendu, c'est des connexions qui vont se faire, puis des connexions qui vont durer dans le temps aussi, parce que ultimement, votre objectif, c'est pas juste, puis ça on le dit souvent, mais c'est pas juste qu'il mange son brocoli là, mais à quel prix est-ce qu'il mange son brocoli là? Est-ce qu'il va vouloir continuer d'en manger quand il va avoir 25 puis 30 ans? Ou est-ce qu'il va tellement avoir été forcé à le manger? Puis là, je le mets en guillemets parce que des fois, c'est pas nécessairement négatif, là. On le fait toujours de bonne foi. Puis comme parent, on veut le mieux pour notre enfant, mais je veux pas qu'il manque de rien. Puis là, peut-être, il va avoir des carences. Puis, c'est là qu'à un moment donné, ça reste quand même que quand on regarde l'alimentation d'un enfant, c'est dans sa globalité aussi. Puis que la plupart du temps, là, quand pour rassurer aussi de notre jugement, on fait évaluation de nutritionniste, quand on fait des relevés alimentaires, les enfants vont chercher tout ce qu'ils ont besoin quand même, là, même si le soir, ils n'ont peut-être pas mangé leurs légumes, là, les carences alimentaires, là, ça s'installe sur... puis c'est d'autres comportements souvent qui peuvent nous mener à ça, là, ou d'autres problématiques au niveau médical. Oui. Là, on avait des petites questions, là. Ouais. Vas-y. Donc, j'avais Anne qui disait... donc, elle le fait depuis un certain bout de temps. Puis, bon, la soupe, c'est elle qui la sert, bien entendu, parce que c'est un petit peu trop chaud. Fait que là, oui, en effet, là, c'est toujours dans un contexte sécuritaire aussi, là, pour les aliments qui sont extrêmement chauds. Les plats, vous venez de sortir la lasagne du four, on la met sur la table, mettez-la loin des enfants. Puis là, ça se peut que ça va peut-être être vous qui allez les servir parce qu'on veut, bien entendu, là, la sécurité, c'est quand même vous qui êtes responsable de ça. J'avais aussi sur Instagram une maman de jumelles. Ses jumelles ont 14 mois, puis elle demandait à partir de quel âge, mais comme Cosette l'a dit un petit peu plus tôt, plus autour de 2 ans, là, quand l'enfant, parce que surtout, je me souviens plus ton prénom, puis là, je vois plus le commentaire, mais tu disais qu'il est encore dans leur chaise haute. Fait que c'est sûr que le repas au centre de la table, il faut que l'enfant soit capable d'aller chercher puis d'aller se portionner. Comme je disais, on peut des fois faire des tu sais, on parlait de soupe ou une sauce ou quelque chose, lui faire déjà un petit plat, puis garde ça, c'est toi, si tu vas en mettre, t'en mets dans ton assiette, tu sais, pour venir faciliter, mais on vient quand même développer le côté motricité fine, mais c'est plus à partir de 2 ans, là, parce que, encore là, dans le côté développement
de l'enfant. Puis j'en avais une autre d'Andréane qui dit « Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui en mettent toujours beaucoup dans leur assiette au début du repas? » Moi, j'aime bien dire, tu sais, tantôt, tu disais, bon, ça permet de développer la motricité fine. Ça permet aussi d'apprendre à l'enfant le partage au repas. Tu sais, moi, des fois, là, il pogne la salade, là, puis là, je fais « Hey, c'est parce qu'on est 4 à manger. Là, remets-en un petit peu, s'il te plaît, dans le bol, puis on va tous se servir. Puis après ça, s'il en reste, tu sais, tu pourras avoir... mais au fil du temps, ils apprennent justement que, ben c'est des repas, on partage, donc je peux pas nécessairement tout manger. Des fois, maintenant, quand ils finissent, est-ce que c'est correct si je prends la faim? Donc, tu sais, ils apprennent justement à se... les bonnes, ben, je ne veux pas utiliser bonne manière, là, mais tu sais, comment avoir... Des valeurs de partage, c'est d'autres valeurs qu'on apprend. C'est vraiment la valeur du partage à l'heure des repas. Oui, puis parfois, c'est vraiment par imitation. Regarde, moi, j'en mets 2, est-ce qu'on en met 2? Puis si on en veut encore, ben, on va s'en servir encore. Le but, c'est pas de les limiter. Ouais, c'est une façon, en fait, de limiter le gaspillage. On peut dire, regarde, on va en mettre dans un bol pour toi à côté, mais dans ton assiette, il peut avoir comme le petit bol de l'enfant qu'il aimerait à manger cette portion-là. Elle est là, puis il peut la transférer dans son assiette. Comme ça, s'il n'a pas mangé la portion qu'il avait déterminée au début, ben, ça peut revenir dans le bol à tout le monde. Il y a moins de gaspillage. Il y a tellement de façons de l'adapter. Il y a autant de façons de l'adapter qu'il y a de familles. Il faut juste trouver la formule avec laquelle vous êtes le plus à l'aise et que tout le monde y trouve son compte puis que c'est agréable à l'heure des repas. Tu avais une bonne question, moi, je voulais juste ton expression. Ben oui, j'ai vu une question, mais je voulais juste ajouter, c'est que, tu sais, on va encourager, mais en moins. Puis d'expérience, ben il va comprendre aussi qu'il finit toujours par en rester. Puis on va expliquer en effet, c'est parce qu'une fois qu'il est dans ton assiette, ben après ça, on peut moins le réutiliser. Des fois, ça a été tout mélangé pour les restants, mais en moins. Puis si tu en veux après, tu pourras en reprendre. Puis là, je dis bien, on va le dire, si tu veux, tu peux en reprendre, mais on ne fait pas un commentaire sur chaque fois qu'il en reprend. Tu sais, ça fait 4 fois qu'il se ressert du riz, vous n'êtes pas obligé de commenter à chaque fois. Tu es certain, tu as encore de la place? Là, à un moment donné, c'est là, tu me dis que tu me fais confiance, ben fais-moi confiance. Oui, clairement. Puis, tu sais, les enfants qui sont d'âge scolaire, je peux le dire, les enfants qui sont d'âge scolaire, puis c'est dans leur assiette, ben, moi, très souvent, mes 2 vont à l'école, là, ils prennent les lunchs, ben, je ramasse ce qu'il y a là, puis ça va dans leur boîte à lunch. Oui, ben oui, exactement. C'est leur restant. Fait que tout dépend, si c'est de la salade, peut-être pas, là. Mais tu sais, c'est un pâté chinois qui en a trop pris, ben le pâté chinois, la petite portion qui restait à savoir dans le thermos, j'en rajoute par-dessus. Fait que il y a moyen de limiter ça. Puis quand ils sont à la maison, ces cocos-là, puis c'est quelque chose qui pourrait se réchauffer le lendemain ou un autre repas, ben je vais le mettre dans un petit plat à part, ils vont le manger. Fait que pas obligé que ça retourne dans le bol là, de tout le monde. Non, exactement. La question qui m'a fait faire des beaux yeux tantôt, c'est quelqu'un qui nous demandait, je ne sais pas si j'ai manqué le bout, mais qu'en est-il du dessert? Il est où le dessert? Le dessert là-dedans. Le dessert, il va au centre de la table également. Donc, vraiment pour essayer de mettre le tout sur un même piédestal. Par contre, si je reviens toujours à mes références qu'Hélène Satter, on revient à la science. Ce qu'Hélène Satter propose pour le dessert, puis moi, je l'ai adapté à ma réalité à moi. Mais là, ce que je fais chez nous, ça me regarde, mais je veux juste vous dire quelles sont les recommandations. C'est de mettre à la disposition de tout le monde une portion de ce que vous appelez, entre guillemets, là, vous ne me voyez pas, là, tout le monde, mais dessert. OK? J'aime pas appeler ça des desserts. Pour moi, des desserts, ça peut être un fruit, ça peut être, on peut terminer le repas parfois par des toasts de barbecue. En fait, dans le dictionnaire, là, la définition de dessert, c'est la dernière partie d'un repas. C'est pas un aliment sucré à la fin d'un repas, mais seulement la dernière partie d'un repas. Moi, des fois, mes filles vont me demander des craquelins. Ah, je peux-tu prendre des biscuits soda? Bah, OK. Tu sais, des fois, c'est bon, c'était pas prévu ou il n'y en a plus, puis des fois, c'est bon, ben pourquoi pas. T'sais. Donc, ça aussi, hein, dans la perception, on l'adapte exactement, mais clairement, plus il va y avoir de variété sur la table, plus votre enfant, justement, va réussir à trouver qu'est-ce qu'il a envie de manger au début, qu'est-ce qu'il a envie de manger peut-être plus vers la fin de son repas. Et que tout dépendant l'âge des enfants au niveau du dessert, comme tu disais, au début, c'est bon, la portion, elle est là. Des fois, elle peut être directement à côté de son assiette pour venir le rassurer. Personne va manger tes biscuits, c'est à toi. Tu les manges quand tu veux. Si tu décides de les manger entre 2 bouchées de poulet, tu les mangeras entre 2 bouchées de poulet, mais une fois que les 2 biscuits ou que la compote ou que le yogourt est terminé, ben là, c'est ce qui reste sur la table. Et c'est pas pour venir hiérarchiser ou diaboliser le dessert, c'est parce qu'on le sait bien entendu que si on le laisse manger de la compote ou du yogourt, si c'est des aliments que les enfants vont aimer, ben ça va peut-être pas nécessairement venir favoriser son désir de découverte. Mais en même temps, en le mettant là, il est là de façon systématique. C'est moi, comme parent, qui a déterminé ce soir
c'est quoi le dessert? Est-ce que c'est du yogourt? Est-ce que c'est de la crème glacée? Est-ce que c'est... Puis là, comme je vous disais, je parle avec les plus jeunes. T'sais, moi et Cosette, ils sont rendus plus vieux. Là, moi, la gestion du dessert, habituellement, là, des fois, il est sur la table, des fois, ils le savent. Là, ils vont chercher ce qui est disponible, ils prennent leur portion. Des fois, c'est 2, des fois, c'est 3 biscuits. Quand ils vieillissent, on les laisse gérer quand même un petit peu plus. On leur fait confiance, mais des fois, on vient quand même remettre certaines balises là, si on voit qu'il y a peut-être il y a peut-être eu un petit dérapage. Là, je viens de voir le commentaire qui est la suite de la question. Oui, le dessert au même moment que le tofu et le riz, pas un deuxième temps. Tout est sur la table et l'enfant va aller chercher son équilibre là-dedans. Donc, ça se peut et vous seriez surpris si vous leur laissez la chance. Vous leur démontrez que vous avez confiance en leur capacité de déterminer les portions et ce qu'ils ont besoin de manger. Très souvent, ils vont vous laisser le deuxième biscuit ou prendre une bouchée ou le manger à la fin. Vous dire, aujourd'hui, j'en ai pas envie, je le mangerai demain. Vous serez surpris quand ils réalisent que les aliments, c'est juste des aliments, j'ai pas besoin de les mériter, j'ai pas besoin de manger quelque chose pour accéder à autre chose. C'est souvent là où on essaie de mettre tout au centre de la table, incluant le dessert. On s'entend quand c'est de la crème glacée, vous déciderez, là. Oui, exactement. Moi, je mets les bols, ils savent que ça s'en vient. Exactement, la crème glacée. Pas nécessairement. Tu sais, je le mets pas. Il y en a qui le font, qui vont éportionner, il est rendu quasiment fondu, ils essaient de se dépêcher, mais moi, ils savent qu'on va manger de la crème glacée à la fin. Fait que garde-toi une petite place si jamais t'en as envie, puis si t'en as pas envie, ben, c'est pas la fin du monde, tu sais. Oui, c'est exactement ça. Puis oui, ça se peut qu'au début, là, c'est pas nécessairement quelque chose que vous aviez mis en place. Au début, c'est normal que votre enfant va peut-être se dépêcher, puis que c'est automatiquement, il va toujours manger son dessert en premier. C'est correct en même temps parce que son dessert, comme on disait, c'est pour ça qu'on vient offrir une portion. Contrairement aux autres aliments, c'est une portion, mais ça va venir lui remplir une partie de son bedon. Il a eu du plaisir, il était content et là, il va être prêt à aller explorer. Là, il est dans une meilleure attitude pour vouloir venir explorer les aliments. Fait que voyez-les pas justement comme « Ah oui, mais là, s'il mange ça, il mangera pas ses légumes. » Hey, peut-être que ça va être l'inverse. Si vous lui permettez, vous lui faites confiance que « Hey, si tu veux manger ça, là, il n'y a pas de problème, tu le manges dans l'ordre que tu veux. » Et après ça, ils vont trouver leur formule, puis ils vont pas toujours manger leur dessert ou l'aliment plus sucré au début du repas, là, mais ils vont trouver leur formule, mais tu l'as dit, c'est de la confiance. Ils savent que vous avez confiance, eux apprennent à se faire confiance, mais en même temps, ils vont développer, eux, leur propre formule. Moi, mes filles, ils mangent leur dessert, mais ils vont toujours retourner picosser dans quelque chose du repas. Puis l'autre fois, ma fille me l'a dit très clairement, j'aime pas ça rester avec un goût sucré à la fin du repas. Elle préfère terminer son repas avec quelque chose, justement, d'un peu plus salé. Elle retourne dans la salade. Puis moi, j'en ai une qui est très prudente dans son exploration alimentaire. Puis c'est souvent à la fin, là, elle s'est resservie 3 fois du riz, elle a mangé 2 fois de la salade, elle a mangé son biscuit. Puis là, c'est là que des fois, elle fait « Ah, tiens, je vais goûter au poulet. » Elle prend le poulet. Elle va y goûter. Ah, finalement, j'ai pas aimé ça. Mais c'est pas grave. Mais c'est à la fin du repas qu'elle a voulu essayer parce qu'elle avait plus de pression. Ça n'a pas besoin de me nourrir et parce qu'elle le sait que de toute façon, il n'y a jamais de pression. Nous, maintenant, puis moi aussi, ça a été un apprentissage. Là, je veux dire, de par mon métier, au début, en effet, là, c'est il faudrait que tu manges ça. Mais un coup que j'ai mis ça, là, moi, je le mets vraiment en place. Je lâche prise, je ne dis plus rien, même si j'en ai une qui est en train de se servir 4 fois, puis je trouve qu'il me semble qu'elle mange beaucoup ou l'autre qui n'a pas. Je ne sais même pas ce qu'ils ont mangé. J'ai mis ça dans le milieu de la table. Je m'en doute parce que je les connais, là, mais j'ai aucune idée si elle a mangé. Oui, mais elle a mangé juste la salade puis du riz. Ouais, puis on a eu du plaisir. Puis ultimement, elle découvre. Je vois vraiment une amélioration dans son désir de découvrir les aliments. Oui. Puis, tu sais, souvent, une des questions qui est revenue lorsque j'ai lancé la boîte à questions, Coco, j'ai une question, c'est qu'est-ce que je fais quand l'enfant arrive à table, là, puis il dit, j'aime pas ça. Tu sais, il arrive, là, il n'est même pas encore assis, là, non, c'est pas ça que je veux manger. Il voit ce que c'est, puis j'aime pas ça. Puis là, ça vient nous chercher en tant que parents. Là, j'ai fait le centre de la table, ils m'ont dit de le faire, je le fais. Ils me lancent ce commentaire-là, il ne mangera pas, ça va être le chaos parce que moi, je veux qu'il mange. Il y a une phrase magique que j'utilise pas tout le temps, pas quand je vais mettre la table, hey, en passant, il y a ça, puis vous n'êtes pas obligé de manger. Non. C'est une phrase que je vais dire tout simplement pour répondre à un commentaire d'un enfant, c'est tu n'es pas obligé d'en manger. Bien relax, tu n'es pas obligé d'en manger. Mettons, il arrive, puis j'ai fait, je sais pas, moi, tu sais, comme hier, là, les quesadillas, là. Ah, j'ai oublié de mettre la photo, Joanne. Ben oui, c'est ça. Je ne savais pas que c'est ça que tu avais mangé. Je l'ai pas vu. Il est arrivé, puis il dit, ah, j'aime pas ça. Mais je savais qu'il n'aimait pas ça, mais moi, j'avais le goût de manger ça, parce que je l'ai fait pour moi. Mais il y avait d'autres choses à côté. Je savais que c'est pas un de ces repas qu'il apprécie beaucoup, puis ça peut être n'importe quel aliment, ça peut être les légumes, ça peut être n'importe quoi. Ce que j'ai dit, t'es pas obligé d'en manger. Puis j'étais bien relax, bien chill. Je servais mes assiettes. Puis tu sais, il a bien vu qu'il y avait d'autres choses.
puis c'est servi. Donc, c'est vraiment quand ils n'aiment pas quelque chose, bien, vous modelez le comportement, vous en mettez dans votre assiette, vous le mangez et vous laissez l'enfant naviguer là-dedans. Mais ce n'est pas une phrase à dire dès le début du repas, c'est tout simplement quand l'enfant dit « Moi, j'aime pas ça », bien, tu n'es pas obligé d'en manger, il y a d'autres choses sur la table. Et vous continuez à faire la routine du repas. Et vous serez surpris à quel point les enfants, quand ils vous regardent en manger, ils disent « Mon Dieu, ça n'a pas de l'air si pire que ça, finalement. » Ils veulent nous imiter, même si ça n'a pas de l'air de ça là, quand ils sont bien, bien jeunes, mais ils cherchent à nous imiter les personnes à qui ils font le plus confiance. Ouais. Et si je rajoute encore un autre avantage, un bénéfice ou avantage, appelez ça comme vous voulez, les repas au centre de la table, c'est que ça favorise une relation qui est positive avec les aliments. Puis les études, ils l'ont démontré que les parents qui utilisent plus des stratégies de contrôle. Puis encore là, quand je dis contrôle, c'est toujours avec de bonnes intentions parce que on veut, comme je l'ai dit, là, que nos enfants grandissent, qu'ils manquent de rien. Mais les études ont démontré que les parents qui utilisent ce genre de stratégie de contrôle en alimentation ont plus de risques d'avoir des enfants qui n'apprécient pas les aliments qu'on veut tellement qu'ils apprécient. Okay? Puis quand je parle de stratégie de contrôle, c'est toujours bien intentionné. Okay? Puis les stratégies de contrôle peuvent être, c'est comment l'enfant le perçoit. Okay? Parce qu'il y a des parents chez qui, tu sais, c'est pas ça c'est contrôle, ça ne l'est pas. Non, c'est comment c'est perçu des yeux de l'enfant et son comportement va vous dire est-ce que je suis dans la bonne voie ou est-ce que je devrais arrêter de faire ça puis changer ma façon de faire. Le fait de faire une assiette puis de la donner à l'enfant, il y a des enfants qui vont voir ça comme une stratégie de contrôle. Lorsque je dis 2 bouchées où tu goûtes à tout, ça, c'est aussi une stratégie qui peut être perçue comme une stratégie de contrôle par les enfants. Donc, et ça les éloigne de leur rôle à eux parce que vous le savez, dans le partage des responsabilités, votre enfant a un rôle à jouer dans son alimentation. Et lorsqu'on emploie des stratégies de contrôle, on l'éloigne de son rôle à lui qui est de déterminer le si et le combien et ça influence notre relation à nous avec notre enfant. On le dit, hein, nourrir un enfant, c'est une relation qui se vit à 2. C'est pas je te nourris puis tu manges qu'est-ce que je... Non, c'est une relation à 2. Et le fait de mettre tous les aliments au centre de la table permet une meilleure relation parent-enfant parce que ça réduit beaucoup l'anxiété à l'heure de repas. Chacun connaît ses rôles. On est assis, on voit tout ce qui est là, on navigue là-dedans, mais c'est vraiment de lâcher prise. Le fait que les enfants sont capables de déterminer et montrer-leur que vous leur faites confiance dans leur rôle. Et c'est vraiment 2 approches qui sont complémentaires, le partage des responsabilités et le repas au centre de la table. Donc oui, l'objectif est de manger varié et de développer une saine relation avec tous les aliments. Mais parfois, le chemin pour y arriver... Oui, c'est ça. Oui, c'est un chemin, c'est sur le long terme qu'on veut les amener là. J'ai pas là, ultimement, ce soir au repas, il faut qu'il mange son poulet et son brocoli. Oui. La dernière chose, c'est que le fait de mettre les repas au centre de la table, ça va permettre à l'enfant de manger la bonne quantité dont son corps a besoin. Donc, il va être capable d'aller la chercher. La quantité, je le dis au début, là, il y en a qui vont se servir 4 fois. Puis il y en a qui se sont servis trop la première fois, puis la prochaine fois, ils vont s'ajuster. Mais le fait de voir les aliments, combien il y en a, ils vont être capables de se mettre, de se portionner la bonne quantité pour eux. Et ça aussi, on pense souvent qu'on sait combien un enfant a besoin de manger, mais dans la réalité, on ne sait pas combien une personne a besoin de manger, sauf la personne qui est concernée. Et ça, la journée que vous l'acceptez de lâcher prise là-dessus, là, c'est fou comment le stress diminue, que c'est pas votre rôle à vous de déterminer le combien de l'enfant, c'est son rôle à lui. Donc, lorsqu'on arrête de négocier les bouchées, de négocier l'ordre des aliments, accepter le fait que l'appétit de votre enfant fluctue comme ça. Oui, il y a des journées qu'il va se servir 4 fois, puis il y a des journées qu'il va manger 2-3 bouchées, puis une journée, il va juste s'asseoir à table parce que c'est agréable. Il n'y a pas faim. Les enfants, on s'entend, là, on parle d'enfants qui sont nés à terme et en santé. Oui, exactement. Qui n'ont pas un diagnostic, qui n'ont pas un défi relié à l'alimentation en particulier. Donc, règle générale, ils sont capables, ils sont nés avec la capacité de déterminer le si et le combien. Et si on leur laisse l'occasion de le pratiquer, ils sont capables de garder cette capacité. Donc, on n'intervient pas. On intervient le moins possible sur le si et le combien. Oui, puis tu l'as dit, hein, lâcher prise, des fois, il y a des parents qui le voient un peu comme « Ah, mais là, j'ai abandonné ». Puis moi, je dis aux parents, j'ai dit « Non, vous n'avez pas abandonné, vous vous êtes ajusté à la situation, puis c'est peut-être une des meilleures décisions que vous avez pu prendre pour l'ambiance à table, parce que ultimement, quand le chaos est devenu trop gros, c'est vraiment là-dessus qu'on vient travailler. On va travailler sur l'ambiance. Moi, ça me dérange pas ce que votre enfant a mangé. Là, il faut ramener une ambiance positive, agréable à table parce que
sinon, c'est sûr que ça vient interférer avec toutes ces capacités innées pour venir réguler, pour venir découvrir les aliments. Donc, cette ambiance-là, puis le repas au centre de la table apporte ça, l'ambiance positive, l'ambiance agréable. Puis on avait des petites questions sur Facebook. Là, j'ai Joe Laforce qui dit qu'est-ce qu'on fait quand l'enfant va manger justement juste du pain ou du riz puis qui touche pas aux légumes, aux protéines. On a nos épisodes, nos lives. En fait, ils sont sur la HDTV, ils sont sur le podcast aussi. L'épisode sur mon enfant ne mange que les aliments beiges et pourquoi mon enfant ne mange pas les légumes. Fait que là-dedans, je pense qu'on répond bien à ces questions-là, mais en réponse très courte, c'est on lui fait confiance. Oui. Cette confiance-là, exactement, que vous allez donner à votre enfant, il va dire « Ah, il me laisse manger juste du riz, juste du pain. » Là, tranquillement, il va. Mais c'est sur du long terme. Ça ne se fera pas en 2 jours, là. Oui. Mais ultimement, on travaille à dire « Moi, ma job est faite. J'ai mis les aliments au centre de la table. Puis, comment est-ce que je peux faire manger des légumes à mon enfant? Bien, mangez-les, présentez-lui. » Puis après ça, c'est fini. Elle est là, votre job. Puis l'autre question, c'est sur les condiments. Là. Qu'est-ce qu'on fait quand les assaisonnements, que ce soit ketchup, mayo, qu'il veut toujours en manger avec? Bien là, ça, t'en parles souvent de la petite piscine, Cosette, là? De plonger les aliments. J'ai fait une publication sur Instagram. Je pense que c'est le roi quand le ketchup est le roi de la table, quelque chose du genre. Ouais. Allez voir là-dessus, c'est différentes petites slides. Là, je réponds clairement là-dessus, mais je pense qu'on va leur faire un épisode sur la gestion des condiments et des sauces. Ça vaut la peine. C'est une question qui revient souvent. Puis c'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans le cours en ligne, dans les directs avec les familles, mais on va vous faire quelque chose là-dessus parce que la question, effectivement, revient souvent. Alors, on met ça sur notre horaire, Mélissa, les condiments et les sauces. Mais en gros, c'est que lorsque l'enfant il faut juste, en fait, leur montrer comment on mange ces aliments-là. Vraiment dans la slide, là, vous allez voir dans la publication d'Instagram, là, c'est bien défini une façon d'approcher ça, les condiments et les sauces en général chez les enfants. Il faut juste pas les diaboliser, tout simplement. Juste leur montrer comment ça se mange et ils vont apprendre à les gérer. Donc, si je résume en gros le repas au centre de la table, le pourquoi, c'est quoi les bénéfices, le pourquoi les familles l'adoptent, pourquoi on l'a adopté, pourquoi on le recommande. Souvent, c'est pour aider les enfants dans leur développement de la motricité fine, vraiment de leur jeune âge. Ça encourage le désir d'essayer de la nouveauté. Ça favorise une relation positive avec les aliments et ça permet à l'enfant de manger la bonne quantité pour eux. Il y en a plein d'autres bénéfices. Mais si j'en nomme vraiment ceux-là, là, c'est peut-être en tête de liste. Ces quatre facteurs-là. Et ça vient nourrir la connexion familiale aussi. Parce que là, comme je disais, là, on connecte, la nourriture, elle est là, mais l'objectif, il reste la connexion à ce moment-là. Oui, tu as parlé tout à l'heure de motivation intrinsèque. Je voulais juste mentionner aux gens, si vous ne suivez pas Joanie Loisel de Hominum sur Instagram, allez-y, elle a déjà fait une capsule vidéo sur la motivation intrinsèque parce que c'est peut-être un mot qui vous dit pas grand-chose. C'est la motivation qui vient en dedans. C'est qui vraiment qui se réveille en la curiosité de l'enfant, puis la curiosité se réveille, donc il va être motivé à faire quelque chose de lui-même pour lui-même. Et comment la réveiller, cette curiosité-là et cette motivation intrinsèque chez les cocos? Ben, je vous invite à aller voir sa capsule. Donc, c'est Hominum, c'est Joanie Loisel sur Instagram. C'est bon de la développer pour nous aussi comme adultes, quand on change notre perception pour certaines habitudes, des fois de comprendre pourquoi je fais ça, pour le bien que ça vient m'apporter plutôt que pour te faire plaisir à quelqu'un ou parce qu'il faut. C'est ça de la motivation intrinsèque. Puis vous allez voir justement que d'apprendre à changer un peu notre perception fait que il y a certaines habitudes qui vont peut-être se prendre plus facilement. Oui. Puis je termine en vous mentionnant, on a parlé beaucoup de connexion à l'heure de repas, la relation parent-enfant. On a un épisode de podcast avec Caroline Robinson qui est docteure en neuropsychologie et spécialisée en pédiatrie. Donc, on pourra vous mettre les liens dans les commentaires de l'épisode d'aujourd'hui. Alors, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast. Et si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents, des gens qui gravitent autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps. Si tu as des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants, ce podcast, on l'a créé pour toi et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'elle puisse répondre à tes besoins maintenant.
Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Nel. Bye Coco!